Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business. Et après le succès de votre dernier livre, Les voies de la puissance, couronné, je le rappelle, du prix du livre de géopolitique 2022, vous signez, toujours chez Odile Jacob, un essai intitulé cette fois « La guerre mondiale n'aura pas lieu » ou une tentative éclairée de remise en cause de la thèse de l'inéluctabilité, je vais y arriver, d'une guerre planétaire. Le pire n'est jamais sûr, et insistez-vous Frédéric Ancel, sur quel ressort jouent les promoteurs de cette idée et qui en sont justement les principaux relais? Alors, vous avez deux types de ressorts et de relais en même temps d'ailleurs. Les premiers sont relativement sympathiques, ce sont des gens naïfs qui considèrent ou méconnaissant les grands paradigmes géopolitiques, qui considèrent que décidément tout va mal, qu'on va aller à l'apocalypse et que décidément les guerres sont plus nombreuses que jamais, ce qui est totalement faux, ce qui est même exactement l'inverse de ce qui a précédé ces dernières décennies et ces derniers siècles. Bon, voilà, des gens, ce que je qualifie un peu de manière tout à fait honorable, de Madame Michu, c'est-à-dire le citoyen ou la citoyenne lambda de bonne foi, mais qui ne connaît pas bien la géopo. Et puis il y a les extrémistes. Et ça, si vous voulez, ce sont des gens, d'abord, que je combats systématiquement et depuis toujours, et qui tentent d'instrumentaliser une atmosphère d'angoisse, en quelque sorte, en faisant porter, bien évidemment, le chapeau pour la responsabilité à ceux qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent, qu'ils combattent, y compris d'ailleurs, c'est vrai aussi pour des Munichois qui depuis 3 ans maintenant tentent de trouver des excuses à Poutine et qui nous disent très concrètement, comme naguère l'ignoble DA avait dit, on ne mourra pas pour Danzig, qui vont vous dire maintenant on ne va pas mourir pour la Crimée ou pour l'Ukraine. Et je pense que ces deux catégories de personnes sont effectivement les principaux promoteurs d'une espèce d'angoisse permanente. Cerise sur le gâteau, un certain nombre de médias qui, de manière alors plus ou moins cynique ou plus ou moins mercantiliste, jouent beaucoup sur la peur des gens, dont un sociologue me disait récemment que ça marche un peu comme les cacahuètes. C'est-à-dire que plus on en prend, plus on a envie d'en prendre. Et ce serait addictif, la crainte ou l'angoisse. Eh bien moi, je crois que c'est très négatif et il ne faut pas y céder. Dans son dernier essai, L'ère des prédateurs, Giuliano d'Ampoli dresse le portrait, Frédéric Ancel, de leaders contemporains qui, sur le modèle de César Borgia, se caractériseraient par leur brutalité et l'imprévisibilité de leurs actions, de Trump à Poutine, en passant par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Est-ce que ce paramètre peut aiguiser, selon vous, une forme de radicalité politique et enclencher des processus finalement imprévus menant à la guerre au terme de dynamiques pas toujours parfaitement maîtrisées? Alors oui et non, parce que d'abord, premier point, c'est pas nouveau. La brutalité d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, alors franchement, dans l'histoire, on a affaire quand même à quelque chose d'extraordinairement ancien. Et il n'est qu'à lire d'ailleurs ou relire Une peine à vivre de Rachid Mimouni, il n'est qu'à lire ou relire du grand Romain Gary, Le Mangeur d'étoiles, et beaucoup d'autres ouvrages qui ont beaucoup travaillé sur sur le dictateur et sur sa figure, sur sa violence nécessaire, etc. Bon, ça c'est pas nouveau. Alors deuxième point, ça peut marcher, je vais peut-être vous surprendre, dans les deux sens. Je veux dire par là, et d'ailleurs l'un de mes 7 chapitres qui sont autant de raisons géopolitiques d'espérer dans mon ouvrage, porte sur Trump. C'est-à-dire que la brutalité réelle ou surjouée ou subjectivée d'un chef d'État peut effectivement entraîner des réactions virulentes et parfois légitimes d'ailleurs de ses adversaires, mais il peut aussi leur faire peur et il peut aussi les dissuader, ses adversaires ou ses voisins ou ses partenaires de son écosystème, peu importe, il peut les dissuader d'un aventurisme militaire. Et les obliger à s'asseoir autour de la table et négocier. Eh bien exactement, alors ça, ou alors de ne pas chercher querelle, effectivement, enfin ça rejoint ce que vous venez de dire, ou ne pas envoyer des soldats ici ou là n'importe comment. Je prends l'exemple de Trump. Son imprévisibilité, qui est pour une partie organisée et pour une autre partie relevant, je pense, d'un caractère tout à fait foutraque et d'un dilettantisme à la tête de l'État. Mais dans un cas comme dans l'autre, cette imprévisibilité, elle existe, c'est une évidence. Mais elle peut jouer dans les deux sens. Regardez à quel point, ces dernières semaines, le pouvoir chinois semble chercher de nouveaux alliés, de nouveaux appuis, de nouveaux marchés d'ailleurs, essentiellement, ne sachant pas trop sur quel pied danser. C'est intéressant parce que les militaires, eux, ils parlent souvent du brouillard de la guerre.
pendant les combats. Eh bien, Trump, lui, il organise pour l'essentiel une forme de brouillard diplomatique, peut-être même de brouillard psychologique, qui peut effectivement entraîner des catastrophes, mais qui, dans un autre sens, pourrait très bien entraîner au contraire davantage de dissuasion et par conséquent de négociation. Alors vous dénoncez notamment, Frédéric Ancel, l'ineptie du concept de choc des civilisations de Samuel Huntington, très en vogue au début des années 2000, après le 11 septembre. Seule exception peut-être, insistez-vous, ce serait la civilisation russe qui est plus cohérente historiquement et géographiquement. Sur la Russie, justement, Donald Trump a déclaré dans une interview à Asia Atlantique être prêt à infliger des sanctions à la Russie après les derniers bombardements contre Kiev. Est-ce que c'est l'amorce d'un tournant, même si vous appelez à la plus grande vigilance sur ces notions un peu galvaudées dans le débat public? Eh bien oui, c'est tout à fait possible, parce qu'en réalité, beaucoup d'observateurs, me semble-t-il, ont tenté de trouver chez M. Trump une espèce de proximité idéologique, viriliste, psychologique, que sais-je encore, avec M. Poutine. Mais pardon, moi je crois qu'il n'y a pas de philosophie sous-jacente à ce que j'appelle le nord de la boussole, sinon exclusif, en tout cas primordial par définition, de M. Trump, c'est-à-dire le mercantilisme absolu. Il veut que cette guerre s'arrête, pas parce qu'il n'aime pas la guerre, enfin peut-être, j'en sais rien, mais là c'est pas, on entre dans la psychologie à 2 euros. Il veut pouvoir bénéficier d'un retour, j'allais dire, sur investissement, non seulement d'un point de vue européen général, parce qu'il considère que les Européens ont beaucoup trop coûté aux Américains depuis des décennies d'ailleurs, sinon davantage, et il cherche surtout à ce que cette guerre s'arrête, parce que si elle s'arrêtait réellement, il pourrait faire du business avec la Russie, qui serait évidemment beaucoup plus lucratif qu'un business avec l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, il est, je pense, effectivement assez décontenancé, peut-être même amer, de la, pardon, je le dis un peu à ma manière, mais comme lui le dit à la sienne, du foutage de gueule, entre guillemets, de Poutine ces dernières semaines, parce qu'en fait, il le laisse, comme il a dit lui-même, lanterner. Et je pense qu'effectivement, il peut, fort de cette absence en fait d'idéologie, il peut très bien exercer une pression très forte sur Poutine, mais encore une fois, l'objectif, à mon avis, il n'est pas du tout idéologique, il est réellement mercantiliste. Vous interrogez également la notion de choc de valeur dans ce livre, dont je rappelle le titre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, avec ce présupposé validé de manière empirique, Frédéric Ancel, les démocraties ne se font pas la guerre en général. Comment expliquez-vous dès lors le relatif isolement de l'État d'Israël et l'absence de soutien occidental, à l'exception des États-Unis, bien sûr, à cette démocratie en guerre, hier comme aujourd'hui? Alors, effectivement, je dis empiriquement que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, mais aucune démocratie ne fait la guerre à Israël. Aucune. Et ne l'a jamais faite, aucune. Premier point. Deuxième point, vous parlez d'isolement. C'est en partie vrai sur le plan diplomatique, en tout cas depuis le massacre du 7 octobre et la guerre en retour. C'est pas totalement exact quand même, parce que on a vu des matériels et des hommes, des matériels, je devrais dire, ça dans ce sens-là, français et même britanniques, bon évidemment américains, mais même français et britanniques, défendre le sol israélien attaqué par l'Iran via ses missiles il y a moins d'un an de ça. C'est quand même pas négligeable, ça. Et si Israël n'était pas du tout une démocratie, est-ce que la France et le Royaume-Uni resteraient dans des cas de force majeure? Là, on n'est pas sur une crise diplomatique. Là, on est sur des missiles qui tombent sur le sol israélien. Donc, c'est beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'on aurait été dans ce schéma-là? Je ne sais pas. Et par ailleurs, pensez, mais vous le savez parfaitement, que sur l'ensemble des démocraties, et c'est notamment vrai en Europe, et plus précisément encore dans ces nouvelles démocratie d'Europe orientale, on est en général très favorable à Israël. Donc moi je mettrais une nuance sur cette présentation, et surtout en tout cas, personne n'a jamais fait la guerre à Israël chez les démocraties, ça c'est une certitude. En général, ajoutez-vous Frédéric Ancel, les régimes politiques et leurs dirigeants sont habités par un souci de pérennité. Ils ne se suicident pas, écrivez-vous, à l'exception du Troisième Reich ou plus récemment de Daesh. Comment classez-vous la République islamique d'Iran dans ce paysage? Est-ce que les intérêts vitaux du régime prennent bien et toujours le pas sur l'idéologie fanatique? La question, elle est posée sur un timing parfait, parce que c'est maintenant, dans les prochaines semaines, qu'on aura la réponse à votre question. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours défendu l'idée, fondée à mon avis sur une véritable réalité géopolitique, et même si elle ne plaît pas beaucoup, mais je le dis quand même, d'un vrai pragmatisme à la tête de la République islamique d'Iran. Entendez-moi bien, ce sont des gens qui sont très clairement des fanatiques, mais ce sont des fanatiques pragmatique. Hitler était un fanatique dogmatique au dernier degré, si noir aussi d'ailleurs, le Hutu Power aussi à certains égards, et Daesh évidemment. Eux, non.
C'est-à-dire, et c'est un peu c'est ce que vous avez, les mots que vous avez employés dans votre formulation. Au fond, ce sont des gens qui souhaitent d'abord et avant tout, ont un objectif prioritaire, c'est tout simplement de rester au pouvoir. À partir de là, ils développent des stratégies qui sont parfois plutôt pragmatiques, plutôt prudentes, y compris lorsqu'à 2 reprises, ils ont frappé Israël. Parce qu'en réalité, ils l'ont fait, mais après avoir subi objectivement des coups extrêmement durs, et d'autre part, ils l'ont fait, si vous voulez, sans engager, c'est le moins qu'on puisse dire, l'essentiel de leur capacité balistique. Donc, si vous voulez, à la tête de la République islamique d'Iran, on n'est pas comme à la tête du Hamas encore ces derniers mois, et peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas tant que ce fou furieux de Sinoir était au pouvoir à Gaza, on n'a pas affaire à des gens qui sont suicidaires. C'est ça qui me paraît intéressant. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont sympathiques, qu'ils ne sont pas potentiellement dangereux, mais ils sont dangereux dans la limite absolue, dans la mesure où ils ne se mettent pas eux-mêmes en danger existentiel. Vous parlez du Hamas, Frédéric Ancel. Est-ce que les stratèges israéliens n'ont pas justement minoré la menace avant le 7 octobre 2023 en tablant là aussi sur une forme de responsabilisation d'un Hamas soucieux de se maintenir au pouvoir ? Mais bien sûr, absolument. Vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas sans rappeler cette erreur catastrophique qui avait été commise alors par d'autres équipes évidemment, et en l'occurrence par Moshe Dayan entre autres, avant le 6 octobre 73, avant la guerre du Kippour. Et ça procède pour moi du même phénomène qui est le suivant, mésestimer, en l'occurrence en le sous-estimant, son adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, ni en l'occurrence sa cruauté, ni sa capacité organisationnelle, même si franchement c'est des va-nu-pieds barbares qui sont en Israël et qui ont massacré avec des armes en général assez rudimentaires. Oui, mais même, peut-être même surtout de ce fait-là, il ne fallait pas les mésestimer et les mépriser. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité de la population israélienne, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas nécessairement de gauche, et ça se retrouve dans toutes les enquêtes d'opinion, en veulent beaucoup au pouvoir israélien et au Premier ministre d'avoir mésestimé gravement la menace du Hamas. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouveau livre « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». C'est publié aux éditions Odile Jacob et vous abordez notamment les effets attendus du découplage en cours, ou en tout cas la tentative de découplage des économies américaines et chinoises et ses éventuels effets sur le plan militaire. Merci encore d'avoir été avec nous et à bientôt. Au plaisir.